Bienvenue à l'émission Ombre et Lumière, l'émission qui sort les femmes et les hommes, mais surtout les femmes de l'ombre et les pousser à la lumière. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale avec une personne spéciale. Nous avons amené un professionnel des finances. Il se nomme Mamadou Fall. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Mamadou. Bonjour Fatou. Ça va? Ça va bien et toi? Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques minutes? Alors, Mamadou Fall, banquier privé Mhm. et auteur du livre d'éducation financière riche. Ouais. Et mon métier, c'est la gestion de patrimoine, donc pour accompagner des hommes et des femmes dans la gestion de leur patrimoine. D'accord. Merci de ta venue. Je t'en prie. Je sache qu'on parle à tout type de communauté. Mhm. Mais surtout, on va cibler ce podcast directement à la cible, ma cible préférée, qui sont les femmes divorcées, Mhm. qui sont dans une extrême précarité et qui ont des enfants en bas âge ou même des enfants tout court. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais déjà donner comme conseil à une personne? Je vais essayer de t'expliquer le contexte. C'est-à-dire que nous, les femmes que moi je coach ou qu'on vient ici, leur principal problème, ce sont les hommes. Directement. Ils associent l'homme avec l'argent. Ils associent l'homme avec la sécurité financière, émotionnelle et tout autre. Et donc, le pouvoir qu'on donne aux hommes fait que ces femmes se sacrifient toute leur vie pour pouvoir, en fait, être épanouies. Et donc, le but de ce podcast, c'est vraiment, en fait, de les pousser à faire à comprendre qu'elles sont responsables de leur vie et notamment leur finance est forcément le reflet de leurs décisions. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces femmes-là et voire à tout le monde, mais surtout à ces femmes-là? Oui. Mais il est vrai que l'argent est devenu un problème dans beaucoup de couples. D'accord. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, il faut de l'argent pour vivre, pour payer son loyer, entretenir l'éducation des enfants, etc. Et effectivement, quand il y a un divorce, déjà l'argent est source de beaucoup de problèmes dans le couple, notamment le divorce, parce que tout tourne finalement aujourd'hui dans cette société un peu matérialiste, tout tourne autour de l'argent. Oui. Ce qui fait que quand l'un ou l'autre n'est pas préparé à une situation de séparation, ça peut poser un problème parce que naturellement, quand on est deux, il y a deux salaires qui rentrent, et ça permet de gérer les charges du couple. Oui. Quand il y a séparation, on se retrouve avec un salaire. En effet. Ce qui fait que si jamais on a des crédits, consommation et autres, on peut vite se retrouver en difficulté. En effet. Et en fait, principalement, les personnes qui viennent vers moi, ou moi-même qui a été dans cette situation, c'est qu'en fait, la plupart de notre argent va beaucoup sur les dépenses quotidiennes. La nourriture, la maison, la décoration de la maison. Franchement, ça part sur des choses pas assez... sont importantes, mais ça n'a pas en fait vraiment de poids en cas de séparation ou de divorce. Et donc, lorsqu'il y a divorce, très souvent, l'argent va vers les biens, en tout cas matériels, c'est-à-dire tout ce qui est voiture, maison. Très souvent, c'est l'homme qui a beaucoup plus mis d'argent sur ces biens-là. Et les femmes, très souvent, elles repartent avec les enfants. Et l'enfant, c'est quand même un investissement, certes, qui peut être parfois très rentable, mais le but quand même, c'est qu'on ne retourne pas toujours la chose. Parce que d'où nous on vient, mon père avait l'habitude de dire que la retraite d'un parent, c'est son enfant. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on retarde de plus les choses. Nous, on part avec toujours un pied cassé par rapport aux autres communautés parce que notre argent ne dépend pas forcément que de nous. Nous avons nos parents, nous avons nos charges et en même temps, nous avons notre avenir. Donc, comment, en fait, on peut répartir tout ça et en même temps s'enrichir? Parce que le but, c'est quand même d'être... Mais moi, je me rappelle quand j'ai démarré dans la banque où j'avais des clients assez modestes. Ce que je remarquais, la cause principale de la pauvreté chez la plupart des gens, c'est que au niveau de la gestion de l'argent dans le couple, c'est là où ça pose problème. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. D'accord. Parce que quand tu gagnes 1500 € ou 2000 € par mois et que tu dépenses 2000 € jusqu'au dernier centime, tu ne peux pas être riche. C'est impossible. Parce que s'enrichir passe inévitablement par une phase d'épargne et une phase d'investissement. Okay. Donc, si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu ne peux pas épargner et tu ne peux pas investir. Et le jour où il y a séparation, tu te retrouves avec un salaire, en ayant toujours un loyer à payer, des enfants à entretenir, parce que les enfants, c'est pas des poupées, ça mange, il faut les habiller, etc. Et on se retrouve facilement en difficulté. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a un recours le plus souvent à des crédits pour faire face à des urgences. Oui. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. Quand on vit, qu'on soit seul ou en couple, il faut faire en sorte que, comme je le dis dans le bouquin, que nos charges fixes
ne dépasse pas 50% de notre salaire. D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que lorsqu'une femme, qu'elle soit mariée, divorcée, peu importe sa situation, qu'elle doit toujours, en fait, préconiser une épargne en fait, pour elle. Ça, c'est la règle de base, en fait, que tu sois célibataire, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, peu importe. À partir du moment où tu as un revenu tous les mois, tu dois faire en sorte que l'ensemble de tes charges fixes ne dépasse pas la moitié de ton salaire. Parce qu'avec l'autre moitié, il y a les loisirs. Oui. Ben, il faut sortir, tu vas au restaurant, tu vas au cinéma, etc. Et il y a une partie que tu vas destiner à l'épargne parce qu'on peut être demain confronté à des situations imprévues. Oui. Et en ce moment-là, ben, si tu n'as pas une roue de secours, comme un livret, tu mets tous les mois de l'argent dans un livret, ça te permet quoi? Ben, si tu as ton aspirateur qui tombe en panne, il te faudra un aspirateur. Donc, en ce moment-là, avec ton livret, tu peux aller acheter ce qu'il te faut. Et ainsi de suite. Mais le problème, c'est pas l'épargne en soi. C'est pas l'épargne, c'est pas le fait d'épargner. C'est tout ce qu'il y a avant de pouvoir mettre de l'argent dans un compte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et on parle encore toujours à la même cible, qui sont les femmes, et particulièrement les femmes afro, qui dépensent énormément, beaucoup d'argent. Je le reconnais. Il faut savoir que nous, dans notre éducation, on nous fait comprendre que celui qui pourvoit à nos moyens, à nos besoins, c'est les hommes. Donc, dans notre tête, le temps qu'on investit sur vous et sur les enfants sont pour nous, en fait, un reflet de notre richesse, quelque chose qu'on va bénéficier plus tard. Donc, lorsque tu dis qu'une personne doit épargner et doit se mettre un but, indirectement, c'est comme si tu donnais une sorte de plan B. Pour moi, je l'interprète comme ça, de plan B aux femmes, que quoi que tu as dans l'esprit comme mindset, tu dois toujours mettre de l'argent de côté, avec ou sans enfant, avec ou sans mari. C'est ça que tu es en train de me dire? Mais ça concerne tout le monde. Que ce soit les femmes comme les hommes, à partir du moment où tu as des revenus, tu dois obligatoirement mettre tous les mois de l'argent de côté. Quelle que soit ta situation. D'accord. Que tu sois riche ou pauvre. Aujourd'hui, ce que tu décris, il y a une époque où ce sont les hommes qui allaient au travail, les femmes restaient à la maison. Oui. Effectivement, les femmes n'avaient pas de revenus. Non, pas toujours. Pas toujours de revenus. Aujourd'hui, force est de constater que les temps ont bien changé. Oui. Les femmes font autant d'études que les hommes, entreprennent, investissent, et j'ai envie de dire, tant mieux. Oui. Maintenant, tout dépend de l'organisation dans mon couple, comment on gère l'argent. Je vais te donner un exemple. J'ai par exemple des clients, je peux avoir un client médecin qui gagne 8 000 euros, 9 000 euros par mois. Sa femme, elle est instruite, elle avait son métier. À l'arrivée du premier enfant, ils font le choix que la femme arrête de travailler parce qu'elle avait moins de revenus. Merci. Pour s'occuper des enfants. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai accompagné des clients où monsieur ne savait même pas ce qu'il y avait dans les comptes. C'est madame qui gérait tout d'A à Z. Quand le salaire arrive, quand je mets 1 000 euros d'épargne de côté pour monsieur, je mets autant pour madame. Parce que si jamais demain monsieur décède, il n'y a plus 8 000 euros qui rentrent. Comment madame, elle va faire pour vivre? Et donc, grâce. C'est là le problème. Mais c'est justement ça. C'est pour ça que je te dis, apprendre à gérer un budget, on revient toujours au même sujet, à savoir l'éducation financière. Parce que moi, ces clients-là qui fonctionnent de cette manière-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand tu es marié, sans contrat, c'est ce qu'on appelle le régime légal, la communauté réduite aux acquis. Les gens ne savent pas que quand tu es marié au régime légal, le salaire de monsieur n'appartient pas à monsieur. D'accord. Le salaire de madame n'appartient pas à madame. Les salaires appartiennent à la communauté. À la communauté, au couple. Donc, mon exemple de médecin qui gagne 8 000 euros par mois et madame ne travaille pas, c'est pas que madame a 0 salaire. Madame a 4 000 euros, la moitié du salaire de monsieur. D'accord, ça c'est ce que tu veux dire, c'est-à-dire que c'est marié sur la communauté des biens. La communauté des biens. Ce qui est différent de la communauté séparation des biens. Donc, dans un régime de communauté, si monsieur gagne 5 000 euros par mois, madame 1 000 euros par mois, c'est le couple qui gagne 6 000 euros. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a divorce, et que l'un des deux avait moins de revenus, donc va se retrouver dans une situation un peu plus précaire, les juges vont accorder, comment ça s'appelle, un truc de compensation, une pension compensatoire. D'accord. Cette pension compensatoire, donc tu as la pension alimentaire pour l'entretien des enfants, et tu as pour le conjoint qui avait le revenu le plus faible, une pension compensatoire qui lui permet de garder à peu près son niveau de vie que quand il était marié. D'accord. Parce que dans un couple qui gagne 8 000 euros ou 10 000 euros par mois, si tu te retrouves seul avec tes 1 000 euros, ça va te faire drôle. Ah oui, ça je confirme. Tu vois. Donc, on arrive toujours à la même chose,
à savoir l'organisation, apprendre à gérer ses comptes, apprendre à gérer son salaire, son budget, pour justement ne pas se retrouver dans des situations précaires. D'accord. Moi, ça me revient à une autre question. C'est qu'en fait, avant même de se mettre en couple, enfin, de se marier, je veux dire, avec une personne, il faut déjà d'abord être très transparente sur les finances. Et surtout voir une chose, ça veut dire la compatibilité avec l'autre sur le plan financier. Ça veut Parce dire, qu'avant de se marier avec quelqu'un, naturellement, en général, les gens sortent quand même un petit temps, ouais, un petit histoire peu. de faire connaissance, voir si on est raccord sur les noms des enfants de mai, sur pas mal de choses. Moi, je rajoute une autre case, à savoir voir est-ce que la personne avec qui je vais me marier partage la même vision de l'argent que moi. D'accord, c'est très profond ce que tu dis. Hein. Parce que, Limite, je suis un peu perdu. non, mais la même vision de l'argent, c'est simple, c'est-à-dire que si tu es dans un couple, Oui. tu as l'un qui est économe, l'autre qui est dépensier, Oui, ça va pas le faire. ça c'est vrai. Donc, c'est ça la compatibilité financière. D'accord. Donc, il faut que, dans le couple, qu'on ait la même vision de l'investissement. C'est ça qui permet d'aller très vite. Parce que si tu as un qui dit, il faut qu'on investisse, il faut qu'on aille dans l'immobilier parce que j'ai envie de construire du patrimoine, et que l'autre lui dit, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, il faut qu'on profite de maintenant. Ce qui est vrai. Mais Oui. c'est vrai. Oui. Il faut qu'on profite de maintenant. Moi, j'ai envie de voyager. Moi, j'ai envie d'aller En au effet. restaurant, machin. Épargner ou investir pour en bénéficier dans 5 ans, c'est trop loin. Mais ça veut dire qu'on ne partage pas la même vision des choses. Et tôt ou tard, ça pose un problème dans le couple. Bah, ça Parce se que confirme. c'est deux visions de l'argent qui sont complètement différentes. D'accord. Donc en fait, tu sais ce que tu dis, ça répond à énormément de questions. C'est-à-dire que l'argent définit un peu la relation. Ça veut dire que ça va définir le nombre d'enfants qu'on va faire, ça va définir l'endroit où on va vivre, ça va définir même si on doit continuer à faire des études, pour pousser en fait. C'est-à-dire que ça détermine toute une vie en fait. Mais aujourd'hui, c'est malheureux parce qu'on est loin de l'époque où on vivait, entre guillemets, d'amour d'eau fraîche. Oui. C'est monsieur qui travaille, madame gère la famille, Oui. etc. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, les femmes ont des salaires, tant mieux, et ça joue dans le rapport, dans le couple. En effet. Il n'y a plus un qui amène de l'argent et l'autre qui n'a rien à dire. Donc, ça change complètement les choses. Et D'accord. aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes qui ont aussi envie d'entreprendre, En effet. qui ont envie d'investir. Oui. Et tant mieux. Oui. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois. En effet. Mais parce que ce que tu disais par rapport, comment dire, au couple, sur la notion de l'argent quand on divorce. Oui. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont passé tout leur temps aussi à dépenser tout ce qu'ils gagnent. Malheureusement, moi, je l'ai vu quand j'ai commencé dans le métier. Quand tu dépenses tout ce que tu gagnes jusqu'au dernier centime, il suffit qu'il y ait un petit imprévu et là, c'est tout ton système qui bascule. Ouais. Je confirme. Et c'est très souvent, même quand tu as épargné le peu que tu as épargné, c'est très souvent à ce moment-là qu'il y a un problème qui sort au moment, tu sais, où tu veux retirer cette somme pour investir. Oui. C'est très souvent là que le problème commence et puis on t'appelle de partout pour pouvoir... D'où la nécessité de faire un budget dans le couple et d'être en mesure de respecter ce budget. C'est très difficile. Mais c'est très difficile parce que moi, je regarde des gens que j'ai accompagnés qui ont commencé avec pas grand-chose. Ils ne sont pas nés dans des familles riches. Quand tu dis pas grand-chose, tu peux nous donner un peu... Non, mais parce que les clients que je cite dans mon livre, c'est pas des multimillionnaires qui ont hérité de leur père ou de leur grand-père. Non, c'est monsieur tout le monde qui est né dans une famille normale. Le père travaille, la mère travaille. Ils ne roulent pas sur l'or. Souvent des gens qui ont fait de très grandes études. Oui. Parce que naturellement, quand tu fais un bac plus 10 pour être médecin ou quelque chose comme ça, ben, on va pas te donner un salaire de 1 500 €. Ben, c'est normal aussi. Et c'est normal, ça serait même un scandale qu'on donne un salaire de 2 000 € à quelqu'un qui a un bac plus 10. D'accord. C'est pour ça que j'incite les gens à continuer à se former parce que l'instruction, ça ne s'arrête pas quand on sort de l'école. C'est vrai. C'est pas parce que j'ai un bac plus 5 dans tel ou tel domaine que je dois arrêter d'apprendre. Non, l'instruction, c'est toute la vie. Et moi, c'est le constat que j'ai fait entre les personnes riches et les personnes modestes. Tu penses qu'en fait, une personne modeste, c'est une personne aussi qui n'a pas assez la bonne discipline? Une personne qui n'a pas su s'enrichir, parce que c'est une personne aussi qui n'a pas eu la bonne discipline de vie, on va dire, pour pouvoir être fortunée? C'est une des raisons. C'est pas la seule. D'accord. Parce qu'il y a des gens très diplômés qui ne sont pas riches pour autant. Ok. Parce que le diplôme, ça te permet d'avoir un travail bien rémunéré. Et à partir de ce salaire-là, tu vas aller voir les banques pour faire des crédits et investir. C'est ça. Oui. Parce que quand tu arrives dans une banque, tu dis je veux faire un crédit. La première chose qu'on te demande, c'est est-ce que tu travailles et combien tu gagnes.
Et à partir de ces données-là, on va calculer ta capacité d'endettement jusqu'à combien on peut te prêter. Donc, forcément, quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois a une force de frappe supérieure à quelqu'un qui gagne 2 000 euros. En effet. Tu vois. Je confirme. Et donc, c'est ça le rôle des études, nous permettre d'accéder à des postes très, très rémunérés. D'accord. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes, et dans n'importe quel pays, le boulot que les nationaux ne veulent pas faire, on le donne aux étrangers. Quand tu vois en France, la plupart des métiers manuels, très mal payés, ben, ce sont les étrangers qui le font. Oui, je confirme. Quand tu vas dans les pays du Golfe, ce sont les Pakistanais, les Indiens qui le font. Tu vas aux États-Unis, ce sont les Sud-Américains qui le font. Parce que les nationaux, étant donné qu'ils ont un petit avantage d'être dans leur pays, de parler correctement la langue, parce que c'est leur langue maternelle, ce qui n'est pas le cas des étrangers qui viennent. Si tu regardes sur le plan sociologique, ça c'est des études qui ont été développées depuis des années. Tu prends aujourd'hui en France, qu'est-ce que tu retrouves dans les quartiers populaires par exemple? C'est l'immigration des années 60-70, de gens qui sont venus de pays, de leur pays d'origine, l'Afrique ou autre, très souvent, et qui n'ont malheureusement jamais été à l'école. Oui. Ils arrivent, où est-ce qu'ils vont? Directement à l'usine. Oui. À l'usine, tu n'as même pas besoin de parler. On te dit pendant 8 heures, voilà ton taf, tu le fais, tu rentres à la maison. Ce qui fait que cette génération-là va se marier, et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans leur pays d'origine pour épouser une femme qu'ils font venir. C'est ce qui est vrai. Cette femme n'a jamais été à l'école non plus. Oui. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec la deuxième génération, les enfants qui vont naître en France, qui vont se retrouver souvent dans des cités, parce que là où le loyer coûte moins cher, les allocations, etc. Et ce sont des enfants qui, malheureusement, contrairement à leurs camarades français qui sont nés ici, n'ont pas le même capital culturel. Je confirme. Et ce capital culturel-là, c'est ça qui va déterminer, en général, les études que tu vas faire plus tard. Parce que quand tu rentres à la maison avec des devoirs, que tes parents ne parlent pas français, qui va t'aider à faire les devoirs? Toi-même tout seul, tu te débrouilles. Toi-même tout seul, tu te débrouilles. C'est la raison pour laquelle là où les Français instruisent, parce qu'il y a aussi des Français qui n'ont pas fait de longues études, c'est partout. Mais majoritairement, aujourd'hui, pour tomber sur un Français qui n'a jamais été à l'école, il faut chercher. Ce qui fait que même si c'est un Français qui a arrêté ses études avant le bac, il a quand même le b.a.-ba pour aider un enfant de 8 ans à faire ses devoirs. Oui. Et ça change tout. Parce que la structuration d'un enfant sur le plan intellectuel, c'est en général entre 2 ans et 12 ans. Oui. Parce qu'une fois que l'enfant arrive au collège, en général, ils sont un peu autonomes. Ils ont moins besoin des parents pour faire leurs devoirs. Tu vois. En effet, je confirme. Et ça se voit, et c'est pas étonnant de voir dans les familles modestes, des enfants, parfois souvent aussi des familles nombreuses. Il y en a beaucoup, malheureusement, dans les quartiers populaires. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends les Français de manière générale, le taux de natalité aujourd'hui, en 2025, c'est 1,6 enfants par femme. Ah ouais, ça veut dire moins de 2. Moins de 2. Ah ouais, je pensais que c'était même 2 mois. Mais ok. C'était 2 avant la crise Covid. Depuis la crise Covid, ça a baissé. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas d'enfants s'ils n'ont pas de visibilité par rapport à l'avenir. Parce qu'ils savent que éduquer un enfant, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Oui. Donc, si je suis dans une société où je me dis du jour au lendemain, ça peut délocaliser en Roumanie, je peux me retrouver sans emploi, qu'est-ce qui va se passer avec 2 ou 3 enfants? Non, mais parce que tout ça, c'est rationnel. Ben oui. L'être humain, c'est un animal rationnel. Tout à fait. Et donc, tout est calculé. Et c'est ce qui évite à ces familles-là de tomber dans des situations financières compliquées. Il y a aussi des divorces chez les Français, bien évidemment. Mais des divorces moins impactés par l'argent, parce qu'en général, les gens travaillent, ils maîtrisent leurs dépenses, surtout par rapport à nous qui sommes d'origine africaine, ils n'ont pas la charge de l'Afrique. Ah, pas du tout. Tu vois. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui me contactent suite à diverses vidéos. Quand je discute avec certains, c'est la même chose qui revient. Oui. Monsieur Fall, je travaille, j'ai un bon salaire, mais j'arrive pas à épargner parce que chaque fois que je mets 500 € de côté, avant la fin du mois, on m'appelle au pays parce qu'il y a un problème. Il y a ordonnance. Il y a une ordonnance là-bas, il y a un décès là-bas. Tu vois, effectivement, nos collègues français n'ont pas ce genre de soucis. Surtout qu'on est dans un système descendant. Ce sont les parents qui aident les enfants. Qui aident les enfants. Quand ils décèdent, ils laissent du patrimoine. Du coup, ça enrichit les enfants. Et les enfants, à leur tour, vont enrichir les petits-enfants. Du coup, c'est descendant. Nous, on est un petit peu dans une... Justement, nous, on est dans une génération un peu sandwich, dans le sens où nous avons nos propres enfants à entretenir ici, et on a aussi la famille à aider aussi au pays. Bon, maintenant, comment on fait pour se fortuner ici? Moi, je pense qu'une des solutions, parce que pour améliorer les finances, il y a 2 solutions, principalement. Ouais. Soit tu arrives à convaincre ton employeur
d'augmenter ton salaire. Ça te permet, si tu gagnais 1 000 euros par mois et que tu avais 1 000 euros de dépenses, avec une augmentation de 100 euros, tu as... moins 100 euros d'épargne. Et ça, c'est pas gagné. La deuxième solution, c'est quoi? Réduire au maximum possible ses dépenses. D'accord. Moi, j'en ai vu des personnes qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, qui venaient me voir pour une augmentation des découvertes. Avant de faire un découvert, on regarde quand même l'état des comptes, les dépenses, etc. Quand je regarde les relevés de compte, qu'est-ce qu'on voit? Ben, qu'il y avait une sortie au cinéma, il y avait une sortie au restaurant, il y a des abonnements pour des chaînes de télé, des chaînes de football pour les enfants, etc., etc. Que madame est partie 2 fois au salon de coiffure ce mois-ci. Ben, quand je vois ça, c'est pas étonnant que cette personne, le 25 du mois, a du mal à mettre de l'essence dans sa voiture. 25, c'est trop même, dis 15. 15. Dis 15 du mois. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Tu ne peux pas avoir un petit salaire et dépenser comme un médecin qui gagne 5 000 euros par mois. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Mais tu sais, Mamadou, ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est aussi une forme de... C'est se priver, en fait. C'est-à-dire que parce que je touche seulement que 2 000 euros, donc j'ai pas forcément ce droit, on va dire ça comme ça, en tout cas, prioriser le cinéma, la piscine ou même voir un voyage. Mais en fait, on se limite, ça veut dire. Et se limiter, c'est très frustrant. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je l'ai vécu. Avant d'être là où je suis aujourd'hui. Et je reconnais que j'en ai payé le prix parce que aujourd'hui, je ne touche plus le même salaire qu'avant. Mais n'empêche que se restreindre, mais restreindre au plus bas niveau, ça fait limite, ça te pousse même à la dépression des fois. À ton avis, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui, parfois, vont travailler 70 heures par semaine, pendant que monsieur tout le monde travaille 35 heures. C'est ça. Donc, ils travaillent 2 fois plus que les autres. Oui. Pas de vacances. Non. Pas de sortie. Non. Ils vont utiliser le peu d'épargne qu'ils ont pour injecter dans la boîte. Parce qu'il y a beaucoup de banques qui, effectivement, ont du mal à accompagner les jeunes qui démarrent. Certains vont emprunter de l'argent à la famille, à injecter dans la boîte, etc. Et donc, parce qu'il y a un objectif. L'objectif, c'est de me restreindre le temps qu'il faudra. Peut-être que ça dure 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. J'ai un objectif, c'est de créer ma boîte. Parce que je sais qu'une fois que la boîte sera sur les bons rails, là, je pourrai gagner beaucoup d'argent. Je pourrais rouler dans une grosse Mercedes, porter des Rolex. Oui, c'est vrai. Je fais souvent l'analogie avec les sportifs de haut niveau. Tu ne peux pas dire, je veux faire la même carrière que Cristiano Ronaldo en passant toutes tes soirées en boîte de nuit à manger des pizzas et des hamburgers. C'est impossible. Donc, si tu veux atteindre un objectif, il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là. Quelqu'un qui a un objectif de patrimoine de 10 millions d'euros, c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut juste avoir un patrimoine de 100 000 euros. Oui, ça je confirme. C'est pas les mêmes objectifs. Et donc, ça ne sera pas non plus les mêmes efforts. Donc, on revient toujours à la même chose. Je comprends la frustration, mais à partir du moment où on a un but bien défini, je veux ça comme patrimoine dans un horizon de 5 ans ou de 10 ans, tu sais les efforts qu'il faut pour y arriver. Donc, la frustration, ça en fait partie. Oui, c'est un jeu, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est comme le sportif qui se lève tous les matins à s'entraîner. Il y a une formule de Usain Bolt que j'ai adorée. Il dit, les gens en général ne nous voient que pendant 10 secondes, le temps de la course. Mais tout ce qu'on a fait, tous les sacrifices, les entraînements, pendant des années et des années, parce que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et entre 2 Jeux Olympiques, tu passes énormément de temps à t'entraîner, à travailler, à te sacrifier pour justement ces 10 secondes de vie. Ça me fait beaucoup réfléchir tout ce que tu dis. Excuse-moi. Donc là, je vais essayer de revenir maintenant et recadrer le podcast vers les personnes qui ont malheureusement ou heureusement fait des décisions, qui ont eu à prendre des décisions qui sont allées contre malheureusement leur réussite financière ou même personnelle. C'est-à-dire que si je comprends bien, peu importe la somme que tu touches, c'est la discipline et le mental qu'il te faut pour pouvoir être fortuné, voire même pas. On va dire juste t'en sortir financièrement au moins. Moi, je dis aisance financière. D'accord. Le terme d'aisance financière. Ok. Et cette discipline, comme dans toute chose dans la vie, est indispensable. Ça me pousse quand même à cette question que cette discipline, parfois, te pousse à être le méchant. Donc, parfois. C'est-à-dire qu'on est quand même, je parle toujours de notre communauté, on est issu d'une communauté où il faut beaucoup sortir d'argent. La baraka des parents se fait pas d'argent. La baraka
des enfants limite se fait un petit peu par l'argent pour les sorties, tout ça et tout. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui on veut s'imposer cette discipline, c'est parfois fermer des portes. Hein. C'est parfois fermer même des relations, clôturer même des amitiés, voire même des membres de la famille, tu vois, pour pouvoir atteindre cette aisance financière. Parce que on est issu, en tout cas moi particulièrement, je suis issu d'une communauté consommatrice. Moi, je discute avec des gens qui me contactent et qui me disent que malheureusement, ils ont dû couper les ponts avec des membres de la famille. Ben, c'est ce que je te le confirme. Parce que malheureusement, quelqu'un qui n'a jamais vécu en France ne peut pas savoir qu'avec 1500 euros, parce que si tu convertis 1500 euros en francs CFA, c'est 1 million CFA. Oui. Au pays, ça fait beaucoup d'argent. Sauf que ici, tu es pauvre. Si tu gagnes 1500 euros, tu peux rien faire. Je confirme. Donc, il y a ce rapport entre le niveau de vie qu'effectivement, les gens qui sont jamais venus en France ne peuvent pas comprendre. Et c'est tout à fait normal. Moi, quand j'étais au Sénégal, je ne pouvais pas comprendre ça non plus. Il a fallu que je vienne vivre en France pour comprendre qu'avec 1500 euros, 1 million CFA, tu ne fais rien. Mais c'est pas toujours, même en Afrique, même en France, on a ce problème-là. Oui. Et on est issu vraiment de communautés où on te pousse à dépenser, on te pousse à aller te marier alors que t'as pas forcément de travail. Mais il faut pas rentrer dans à faire ce des jeu. enfants. Mais c'est très compliqué parce que l'environnement joue beaucoup aussi. Mais parce qu'on a ce qu'on appelle le conditionnement. Depuis qu'on est enfant, nos parents, l'entourage, la société nous inculquent des valeurs. Oui. Et ces valeurs-là ne sont pas toujours vraies. Je confirme. Désolée. D'où la nécessité, parfois, d'aller un peu à l'encontre de ces valeurs-là pour justement pouvoir s'affirmer et créer sa propre richesse plus tard. Tu vois. Parce que si je prends le cas, on parle souvent il m'est souvent entendu parler, des étiquettes qu'on colle aux riches. Oui. Les riches sont ceci, les riches sont avares, les riches sont méchants, etc., etc. Mais qui sont les riches? Les personnes, on se pose jamais la question. Hein. C'est qui les riches? Des fois, on avait associé ça à une couleur, mais c'est pas vrai aussi. C'est pas vrai. Les riches, c'est qui? En mettant de côté les multimilliardaires, les Jeff Bezos, Elon Musk et consorts. Ça, c'est hors catégorie. Le riche, c'est la personne qui va gagner 2000 euros par mois, qui met son maximum de côté pour ne pas dépenser. Pas de sortie, pas de cinéma, rien. Se serrer la ceinture comme un sportif de haut niveau. Vraiment comme un sportif de haut niveau. On met les efforts qu'il faut. Ouais. Qui va voir sa banque parce qu'il vient avec un peu d'apport, qui va acheter un premier appartement qu'il va mettre en location, puis un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Si tu achètes 3 appartements aujourd'hui à 150 000, 200 000 euros, tu fais un crédit sur 20 ans. Oui. Quand les crédits seront terminés, tu vas te retrouver avec un patrimoine net de crédit de 500 000 ou 600 000 euros. Oui, mais entre-temps, toi, tu t'es quand même toujours privé pendant ces 20 ans. Non, parce que ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que tu peux faire de l'immobilier ultra rentable, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cash flow positif. Oui. C'est-à-dire, tu vas investir dans une colocation ou tu achètes un petit immeuble de rapport quelque part en France. Ton crédit, il est, je sais pas, à 800 euros par mois, par exemple. Les loyers encaissés sont à 1200 euros. Une fois que tu as remboursé tes 800 euros de crédit, il te reste 400 euros. D'accord. Donc, 400 euros, tu peux prendre 200 euros pour épargner et 200 euros, tu peux pour te faire plaisir. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre la fin des 20 ans pour pouvoir bénéficier de ton investissement. Et les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Avec ce cash flow positif-là, étant donné qu'ils ne touchent pas à leur salaire, c'est le loyer qui couvre le crédit et ça dégage du cash flow. Je peux prendre 200 ou 300 euros de ce cash flow positif-là pour aller voir ma banque, ouvrir un compte contrat d'assurance vie ou un plan épargne en action où je vais mettre tous les mois 200 euros, 300 euros par mois. Pourquoi? Parce que je me dis que je viens d'avoir un enfant, mais dans 18 ans, ça sera les études supérieures. Avec ce capital-là, je pourrais payer les études de mes enfants. Et leur éviter de faire un BTS parce qu'il faut tout de suite avoir de l'argent. Voilà, il faut que je sorte de la maison, il me faut du boulot, j'écoute mes études. D'accord. Donc, il y a plusieurs moyens de pouvoir financer l'avenir de leurs enfants, en même temps se faire plaisir. Absolument. En même temps être fortuné. Mais avant d'arriver à la banque, c'est ça le travail qu'il faut faire en amont. C'est ton long, ce travail. Parce que si tu arrives à la banque avec que des crédits et un petit salaire, personne ne pourra te financer. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis toujours, c'est 3 niveaux, c'est 3 étapes. Je pense que la banque peut prêter à une personne qui a quand même 2 ou 3 enfants à charge, touche 2000 euros, et en même temps... Mais tout dépend de ce que tu veux faire. Parce que les gens pensent... ça reste quand même... Non, parce que les gens, et ça, effectivement, c'est une croyance comme ça, les gens pensent que pour investir dans l'immobilier, il faut emprunter 200 000 ou 300 000 euros. Oui. Non. Avec un salaire de 1500 euros, tu peux aller voir une banque pour te prêter 15 000 euros pour acheter un garage.
Ah oui. Acheter une place de parking quelque part en France que tu vas mettre en location à 50 euros, 100 euros ou 150 euros par mois. Avec un salaire de 1500 euros, tu mets un peu d'apport. Une banque peut te prêter 30 000 ou 40 000 euros pour acheter un studio sur lequel tu vas faire des travaux, parce que c'est ça qui va donner de la valeur. Une fois que les travaux sont finis, tu peux louer ce studio-là à 400 ou 500 euros par mois. En effet. Donc, ça, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un salaire de 5 000 euros par mois pour acheter une place de parking. C'est vrai. Ouais, vu comme ça, c'est vrai. Okay. Mais c'est pour ça que je te dis les 3 étapes. J'ai encore une autre question qui me vient. Je suis désolée, maman, de t'avoir coupé. C'est que pour pouvoir investir, en tout cas, moi, pour le peu de personnes que j'ai connues qui investissent, très souvent, souvent, nous, là, notre communauté, on investit déjà en Afrique. Parce qu'on se dit que déjà, pour nous, ici, c'est trop compliqué. Et c'est pas notre... En tout cas, pour ceux qui sont nés en Afrique, c'est pas notre terre de naissance. Et on se voit pas forcément investir ici en France. Donc, on se voit plus investir en Afrique. Mais très souvent, en tout cas, la plupart des personnes que je connais qui ont investi en Afrique, ils se sont fait tout ça arnaquer. Et ils ont pris ce temps d'épargner, voire même sacrifier l'avenir de leurs enfants pour pouvoir vraiment investir au pays. Et c'est dans ça qu'ils se sont fait arnaquer. Ça bouleverse quand même toute une vie. Qu'est-ce qu'on peut conseiller alors pour ceux qui n'ont pas la vision de vouloir investir en Europe, mais plus en Afrique? Moi, je dis que c'est une erreur capitale de vivre dans un pays et de dire « j'investis pas dans ce pays-là ». Ah ouais? Oui, parce que tu connais combien de personnes d'origine africaine qui sont venues en France, qui ont fait toute leur carrière en France, qui se disaient à la retraite « je rentre au pays ». Mais tous, et ils sont tous là. Mon père est rentré. Ça y est, il est rentré. J'en ai connu qui sont rentrés, qui sont restés 1 an, 2 ans, avec la pression sociale, ils sont revenus. D'accord. Pourquoi? Parce que moi, je dis que la meilleure façon de s'intégrer dans un pays, c'est ce que j'appelle l'intégration patrimoniale. Je m'explique. Quand tu vis dans un pays, tu dois faire en sorte d'être propriétaire d'une parcelle de ce pays. Tu achètes une place de parking. Ouais. Tu es propriétaire d'un bout de France de la France, d'un bout de partie de la France. En effet, oui. Tu achètes un appartement. Tu es propriétaire d'un bout du territoire français. Pourquoi? Parce que tes enfants, ils vont naître ici. Eux, ils vont pas vivre au pays, quoi qu'on se dise. Faut se dire la vérité. Ou très peu. Ouais. Tu achètes une place de parking. Tu es à la retraite. Cette place de parking te génère 100 euros par mois. Le crédit, il est terminé. Mais c'est toujours 100 euros de plus sur ta retraite. En effet. Parce qu'à la retraite, notre retraite est plus faible que notre salaire. Tout à fait. Donc, oui, le fait d'avoir un bien qui me génère 100 euros, 150 euros par mois, c'est un plus. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où je décède? Cette place de parking, ben, je la lègue à mes enfants qui pourront aussi à leur tour acheter une place de parking, ça leur fera 2, ainsi de suite. On est là pour des années. C'est une éducation. Hein. Non, franchement, c'est tout, c'est revoir tout. En fait, c'est tout revoir. C'est pour ça que je te dis, on a été conditionnés quand on était enfant. On nous a dit beaucoup de choses sur les riches qui ne sont pas vraies. Ouais. Moi, les gens que j'accompagne, c'est quoi? Ça peut être, j'ai parlé du médecin qui a fait de longues études, qui gagne 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros par mois. En quoi c'est répréhensible de faire plus d'études que la moyenne, de soigner tous les jours des gens, de sauver des gens? En quoi c'est répréhensible que cette personne devienne riche grâce à son salaire? Il faut qu'on m'explique. Et ces mêmes gens qui pointent du doigt les riches, en général, ce sont des gens pauvres. Oui. Et imagine, dans une famille où on invective les riches, qu'il y a un gamin qui a un talent au football, un talent de Mbappé, qui va signer un contrat avec le PSG et qui devient multimillionnaire. Est-ce que la famille va dire la même chose? Non, pas du tout. Non. C'est une bénédiction pour nous tous. C'est une bénédiction. Donc, moi, je dis, inspirons-nous de ce que les gens qui ont réussi ont fait pour justement copier sur leur méthode. Il y a de bons riches, il y a de mauvais riches. Oui. Comme il y a de bons pauvres et il y a de mauvais pauvres. C'est dans toutes les catégories sociales. Oui. Qu'on me dise, quelqu'un qui a détourné l'argent de son pays, un homme politique qui a détourné l'argent de son pays pour se remplir les poches, ça, c'est un mauvais riche. Oui. On est complètement d'accord. On est d'accord. Mais quelqu'un qui parle le fruit de son travail. Je regardais l'émission de M6 qui va être mon associé. Il y avait une femme, Kelly Massol, que tu connais. Oui. Moi, je suis admiratif de ce genre de parcours. Elle vient d'une famille modeste. Oui. Elle a construit des choses, elle s'est investie et aujourd'hui, son activité marche. En effet, oui. Donc, en quoi c'est répréhensible qu'une femme comme ça devienne riche? En quoi c'est répréhensible? C'est incohérent de penser comme ça même. C'est incohérent de penser comme ça. C'est parce que peut-être que ces gens-là, depuis notre plus petite enfance, on nous a dit que les riches sont des méchants.
Oui. Faut pas devenir riche. Alors que ces mêmes personnes vivent dans la pauvreté au jour le jour. Non, c'est pas un bon raisonnement. Donc, il faut déconstruire. Oui. Il faut déconstruire ces schémas de pensée-là et dire, mais comment les gens qui sont riches ont fait pour devenir riches? Qu'est-ce que je peux pour leur emboîter le pas? J'ai une autre question, Mamadou. C'est très profond ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait quand même se faire un budget. Donc, c'est le 50, 20, 30 de tête. Le 50, 30, 20. Oui. Merci. 50, 30, 20. 50% de dépenses pour tout ce qui est charges, maison, tout ça et tout. Les charges fixes, oui. Ouais, les charges fixes. 30%. Pour les loisirs, c'est les parce qu'il faut loisirs. Je vivre. croyais que c'était l'épargne. Et c'est les 20% d'épargne. Absolument. D'accord. Absolument. Dans les 50% de charges, très souvent, on va parler d'une personne lambda parce qu'on parle à des personnes lambda. Il y a des riches, bien sûr, qui nous écoutent, mais on va parler plus à cette catégorie qui ont besoin de nous. Ces personnes-là, très souvent, vont aller vivre dans des endroits où le loyer n'est pas trop cher. D'accord? Mais ça amène une autre forme de pauvreté. Si on suit aussi ce rythme-là, c'est-à-dire que si on va dans les endroits où les loyers sont moins chers, c'est en général aussi les endroits où l'environnement n'est pas forcément propice pour tout ce qui est éducation, tout ça. Donc, certes, nous, on fait des économies pour pouvoir s'enrichir demain, mais lui, qui doit être notre patrimoine, nos enfants, lui grandit dans cet environnement qui n'est pas forcément prometteur pour son avenir. Qu'est-ce qu'on peut conseiller alors à ces personnes-là? En fait, parce que moi, j'en ai vu beaucoup, malheureusement, qui se sont fait de l'argent, mais à la fin, ils ont tout perdu parce qu'un fils à eux ou une fille à eux est parti en l'air. Tu comprends? Oui. Mais parce que quand tu regardes encore sur le plan sociologique, je te parlais du taux de natalité en France aujourd'hui, c'est que quand tu regardes aussi les personnes d'origine étrangère de manière générale, c'est ceux qui font le plus d'enfants en France. Oui. Quand tu vas dans les quartiers populaires, c'est pas un enfant unique par c'est minimum 3. C'est minimum 3, 4. Moi, j'en ai vu des familles avec 7 enfants, 8 enfants, 12 etc. Même, on a vu. Tu vois? Donc, forcément, quand monsieur gagne 1500 €, madame gagne 1500 €, c'est quand même compliqué de donner un cadre de vie idéal à 5 enfants. J'ai une amie, une Française, une blanche, ses parents étaient ouvriers, ils étaient 7 dans la maison. Ouais. Elle m'a dit, Mamadou, j'ai vu la mère pour la première fois à l'âge de 19 ans. Ils ne sortaient pas au cinéma parce qu'il n'y avait pas d'argent, pas d'activité culturelle parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais parce qu'effectivement, dans un pays qui coûte aussi cher que la France, dans un pays capitaliste, effectivement, le nombre d'enfants peut être un frein. Je confirme. C'est un bonheur pour un parent d'avoir des enfants. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas un doute sur l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. C'est juste que si on raisonne financièrement parlant, je parle uniquement sur le plan économique. Finance, bien sûr. Sur le plan économique, effectivement, le médecin qui gagne 10 000 € par mois, qui a un enfant unique, pourra faire beaucoup plus de choses que le couple qui gagne le SMIC et qui a 5 enfants. Et ça, c'est une réalité. Après, effectivement, on peut naître dans une cité et réussir. Il y a des gens qui réussissent. Mais effectivement, le taux de réussite, les gens qui vont jusqu'au bac+5, il y en a moins dans les quartiers populaires que dans les familles aisées. Parce que, encore une fois, c'est le capital culturel qui fait la différence. Parce que dans les familles intellectuelles, le livre est très présent dans les maisons. Moi, quand j'étais... Voilà. Et je le dis, il y a cette phrase que je cite dans le livre qui dit que la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les pauvres ont une grande télé, les riches une grande bibliothèque. J'ai lu cette partie-là. Et ce capital culturel-là va jouer énormément dans la suite de l'éducation de l'enfant. Oui. Tu prends aujourd'hui des couples qui vont au théâtre, qui vont au musée, qui voyagent 1 ou 2 fois par année. Des gamins à 15 ans qui ont presque fait le tour du monde. Ouais. C'est pas pareil que le gamin qui, chaque vacances, est dans la cité. Et dans le quartier, c'est pas la même chose, tu vois. Et ces gamins-là, naturellement, ils ont une ouverture culturelle supérieure à la moyenne. Totalement. Et dans les familles modestes, en général, quand les parents prennent l'avion, en général, c'est pour aller dans leur pays d'origine. C'est pas pour visiter la Chine ou le Brésil. C'est pour aller dans les pays d'origine. Et en ce moment-là, on laisse les enfants sur place. Tu vois. Et c'est eux qui vont seuls en général, ils laissent les enfants Exactement. sur place. Et même quand des fois ils nous ramènent là-bas, c'est très souvent pour qu'on puisse voir la pauvreté. La pauvreté. Principalement la pauvreté pour qu'on puisse... Ça au moins c'est important parce que le fait d'avoir quand même prendre conscience de ses origines, c'est très très important. Oui. Parce que ça nous permet quand même de ne pas nous déraciner. On a notre culture, on n'est pas obligé d'abandonner notre culture en venant dans un pays d'accueil. Ouais. Tout ce qu'on nous demande, c'est de respecter les règles du pays d'accueil. Oui. Tu es musulman, ta religion t'interdit de manger le porc, personne ne te dit que tu vas manger le porc par force, non. Mais par contre, il est interdit de voler, il est interdit de vendre des choses illicites. Là, oui, ça c'est la règle pour tout le monde.
Donc, il faut être en capacité de respecter la règle pour justement faciliter son intégration. C'est puissant. Et le fait d'avoir quelque chose dans un pays d'accueil, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand tu fais partie d'une minorité dans un pays, quelle que soit la minorité, tu dois aller vers l'excellence. Eh ouais. C'est le pire. Tu dois aller vers l'excellence parce que c'est par l'excellence que tu vas gagner le respect des autres. Il y a aujourd'hui en France des communautés dont on n'entend jamais parler. Et pourtant, elles sont là, elles font du business, elles font leurs affaires, elles n'embêtent personne. Non, c'est vrai. Et construire du patrimoine pour la postérité. On doit tous être capables de faire ça. C'est pour ça que je dis, quel que soit ton budget, essaye d'avoir un pied dans l'investissement. Si tu ne peux pas acheter un immeuble qui coûte 500 000 euros, tu peux peut-être, avec un peu d'effort, acheter une place de parking qui te rapportera 100 euros par mois. C'est toujours ça de gagner. D'accord. Et tes enfants ne démarreront pas leur vie d'adulte avec zéro. J'ai envie encore de rebondir encore sur un cas particulier, donc les mères célibataires. Aujourd'hui, une mère célibataire qui est endettée. Il y a au moins 3 voire 4 enfants qui vivent dans un endroit, dans un quartier sensible. Concrètement, quel est le conseil qu'on peut lui donner dès maintenant pour qu'elle puisse sortir de cet endettement et puisse ouvrir maintenant les portes de l'aisance financière? Dans ce genre de situation, c'est extrêmement difficile. Oui. Je te l'accorde. Parmi les choses à faire, malheureusement, peut-être que les enfants vont en souffrir, mais c'est se restreindre au maximum au niveau des dépenses. Éliminer tout ce qu'on peut éliminer comme abonnement. Est-ce que tu peux nous donner juste des exemples? Parce que je sais que c'est pas évident pour toi. Mais parce que si tu peux avoir par exemple des abonnements pour une chaîne de télé pour les enfants. Exactement. Je peux comprendre que tu es Beansport, Canal+, etc. parce qu'ils veulent regarder la Ligue des Champions, etc. Ben oui. Mais c'est quand même des chaînes qui coûtent relativement cher. Ouais. Donc si tu es dans une situation de précarité, la première chose à faire, c'est, malheureusement, on est obligé de passer par là, c'est se serrer la ceinture au maximum. Donc, éliminer tout ce qu'on peut éliminer comme abonnement, ne plus aller au salon de coiffure, ne plus aller au restaurant, le temps de se remettre à flot. C'est dur. Tu sais que quand on parle à des enfants, c'est les cibles les plus compliquées, surtout pour nous les mamans, parce qu'on est... Mais ce que tu décris là, moi je l'ai vécu en tant que conseiller à l'époque, avec effectivement des familles modestes qui venaient me voir, qui m'exposaient des situations juste pour avoir une augmentation de découverte de 20 euros pour finir le mois. Oui. Et ça, je le sais. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Parce que tu sais, ce que tu es en train de nous dire, nous, on peut avoir je m'inclus, parce que je suis dedans. On peut avoir le mental de pouvoir le faire, mais l'enfant peut être incité dehors à vouloir maintenant faire des bêtises. Comme je t'ai dit, on est encore toujours dans ces endroits sensibles qui, maman n'a pas d'argent, maman elle dit qu'elle a un but, mais on va s'en sortir. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin de 20 euros pour aller au cinéma comme tout le monde. Surtout les enfants qui sont au collège, c'est eux les pires. C'est là-bas, on les perd. D'où le travail de pédagogie. Expliquer aux enfants, discuter aux enfants pourquoi on a arrêté Canal+, pourquoi on a arrêté tel ou tel abonnement. Il faut faire preuve de transparence. Les enfants, ils sont pas bêtes, ils sont capables de comprendre, surtout des enfants qui sont au collège. Ils sont capables de comprendre. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont dans des difficultés financières. Il n'y a pas de recette miracle. La seule chose que tu peux faire, c'est regarder mon salaire, c'est ça. Aujourd'hui, mes dépenses, c'est ça. Soit j'ai la capacité d'augmenter mes revenus. C'est ce que je te disais. Je vois mon patron qui peut peut-être m'augmenter de 50 euros, 100 euros. Ou j'ai la possibilité de prendre un deuxième travail supplémentaire, ce qui n'est pas toujours facile. Non. Ça me permet d'avoir des revenus supplémentaires. Si cette possibilité-là ne peut pas se faire, en ce moment-là, regardez la case dépenses. Parce que dans un bilan, il n'y a que 2 cases, hein, les ressources et les dépenses. Il n'y a pas une troisième option. Et donc, dans cette case dépenses, regardez où est-ce que je peux faire des économies et faire comprendre à la famille qui dépend de moi pourquoi on fait ce choix-là, faire preuve de pédagogie. Mais avant d'en arriver à cette situation, c'est pour ça que je dis aux gens qui sont peut-être encore en couple ou qui ne sont pas encore mariés, ne faites surtout pas l'erreur de dépenser tout ce que vous gagnez, parce que le jour où le divorce arrive... Ah oui, c'est violent. Hein? C'est violent. Oui. C'est violent. Donc, au lieu de dépenser votre argent à acheter des chaussures, à acheter des robes, des vêtements, que sais-je, faites l'effort de mettre une roue de secours de côté. Ça, c'est capital. Et c'est ça qui va te permettre. Parce que quand arrive un divorce, en général, il faut que l'un des deux parte de la maison. Ben oui. Et celui ou celle qui part,
sera obligé de trouver un nouveau logement. Oh oui. Qui dit nouveau logement dit Des caution à dépenses. payer, des dépenses, il faut s'équiper en électroménager, canapé, lit, etc., etc. Ça coûte de l'argent. Oui. Si tu ne l'as pas, tu vas les acheter en faisant des paiements en 5 fois, 10 fois, etc. Et là, tu vas empirer ta situation. Oui, je confirme. Donc, si j'ai 15 000 euros, 20 000 euros dans un contrat d'assurance vie, dans un livret, peu importe, ben, je peux quand même piocher 4 000, 5 000 euros, ce qu'il me faut, justement pour pouvoir rebondir et faire face à la nouvelle vie, parce que là, on va se retrouver avec un salaire, alors qu'avant, on vivait avec 2 salaires. Donc, c'est en amont qu'il faut le faire. Travail dans mon tête, là, ça. Tu vois, la chose, c'est simple. C'est instruction. Ça, c'est la première chose. Déconstruire ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit sur certains sujets, pas tout, sur certains sujets, notamment au sujet de l'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, passer à l'action. Tu peux lire tous les livres que tu veux. Si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Et seulement une fois qu'on passe à l'action, c'est là qu'on a le 3e niveau, à savoir les résultats. Et là, on saura pourquoi j'ai fait autant d'efforts pendant toutes ces années. J'ai regardé une émission sur France 2 il y a une dizaine d'années. Ils avaient montré un infirmier qui voulait être rentier en immobilier. Il s'est séparé de sa copine. Ils se sont disputés, ils se sont séparés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné vivre chez ses parents. Il avait 30 ans passés. Hein. Ouais. Son salaire, il a dit, j'arrête de consommer. Plus de chaussures, plus de vêtements, plus de sorties au cinéma, rien. Il n'a fait que épargner pendant, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, un peu plus de 5 ans. Ils ont montré son compte en banque au Crédit Agricole. Il avait plus de 500 000 euros dans son compte en banque. Il a dit quoi? Je travaille encore 2-3 ans, je vais acheter 3 ou 4 appartements avec les 500 000 euros. Comme ça, j'ai plus besoin de travailler, je suis rentier. Ça veut dire que pendant 10 ans, il se sera serré la ceinture. Là, on est peut-être dans un cas extrême. Je le conseille à personne. Hein. Oui. Il faut profiter un petit peu de la vie. Mais c'est encore une fois pour dire, quand on a un objectif, il faut se donner les moyens d'atteindre l'objectif. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, les gens que j'accompagne, qui ont bien gagné leur vie, ce sont des gens qui travaillent 72 heures par semaine, pendant que monsieur tout le monde fait 35 heures. Donc, tu ne peux pas avoir le même résultat quand tu fais 35 heures que quelqu'un qui fait 72 heures. Tu ne peux pas avoir le même résultat quand tu arrêtes tes études à bac par rapport à quelqu'un qui va faire un bac plus 10, un bac plus 12. C'est pas possible. C'était incroyable, ce podcast. Franchement, merci Mamadou. Donc, le conseil que je peux donner à ta communauté, ouais. Parce que j'ai l'impression que nous, dans la communauté, on a un peu de mal avec les livres. Oui. Je le dis pas parce que je suis auteur, je le dis en tant qu'amoureux des livres. Et je sais pourquoi. En 2018, j'avais créé une association avec mes amis au Sénégal pour justement apporter un peu plus de culture aux enfants. J'ai fait une collecte auprès de mes collègues. En 2 mois, j'ai récupéré 1400 livres. Waouh! Dans tous les domaines, de l'âge de 3 ans dans tous les domaines. Je l'ai envoyé dans ma ville natale pour qu'on puisse construire une bibliothèque. C'est la première fois qu'on déverse autant de livres dans ma ville natale. Et c'est une de mes fiertés. Et on avait créé un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, il y a un de mes amis qui a posté un jour un texte d'un Américain qui disait que si vous avez un secret à cacher en noir, mettez-le dans un livre. Oui, j'ai déjà entendu cette phrase. Tu l'as déjà entendu? Oui, beaucoup de fois. Et je me dis, parce qu'effectivement, je me dis, mais comment on peut passer à côté de tous les secrets qu'on a mis dans les livres? Parce que les livres, c'est ça. Les plus grandes fortunes aujourd'hui, ou je dis même, ce qui fait le point commun entre tous les grands de ce monde, quel que soit le domaine, que ce soit des scientifiques comme Einstein, que ce soit des hommes politiques comme Mandela, que ce soit des chefs d'entreprise comme, comment il s'appelle, Steve Jobs et autres, ce sont de très, très, très grands lecteurs. Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs boursiers, disait dans une interview, je le cite dans le livre d'ailleurs, on lui a demandé qu'est-ce qu'il aurait aimé améliorer dans sa vie. Il a dit sa vitesse de lecture pour pouvoir lire plus de livres. Il est toujours dans le top 10 des 10 hommes les plus riches du monde. Ça, c'est vrai. Et il a plus de 85 ans. Hein. Donc, si un grand monsieur comme ça, de 85 ans, peut avoir une telle mentalité, améliorer sa vitesse de lecture pour apprendre encore plus de choses, je me dis, mais comment doit réagir le gamin qui a que 20 ans, qui a toute sa vie devant lui? Donc, instruisez-vous. La base de la réussite, c'est l'instruction. En effet. On peut dire tout ce qu'on veut, mettre toutes les stratégies qu'on veut. La base de la réussite, c'est l'instruction
acquérir les connaissances. Pourquoi les gens ont peur d'investir dans l'immobilier? Oui. Pourquoi les gens ont peur d'investir dans la bourse? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Parfois aussi, on va vers les mauvaises personnes. Hein. Il y a beaucoup de charlatans. Je suis d'accord. Aujourd'hui, sur Internet, tu as un peu de tout. Oui. Mais qui ne tente rien n'a rien. Moi, je préfère... Parfois, il y a l'argent qui investit. Mais je suis d'accord parce que pour avoir des résultats, il faut investir. Oui. Tu vois, toutes les entreprises qu'on connaît aujourd'hui, avant de faire des bénéfices records, ce sont des entreprises qui investissent chaque année des milliards et des milliards. C'est vrai. En attendant des investissements sur le long terme. Parce que dans l'investissement, il y a cette notion de temporalité quand même. On investit dans le long terme. Un investisseur, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le long terme. Alors que nous, on est un peu dans l'immédiateté. Il faut que je jouisse tout de suite. On veut maintenant. Oui. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais tu sais, nous qui sommes très croyants, très communautaires, très traditionnels, on sait qu'on va tous mourir. Donc, en fait, quel est l'intérêt maintenant d'être fortuné? Mais tu vois, si on est toujours en train de se restreindre, toujours en train de réfléchir, toujours en train de... Tu vois, écoute, en fait, ça perd un peu le goût de la vie, je trouve. L'espérance de vie, aujourd'hui, c'est à peu près 85 ans. Ouais. Donc, ça si tu as... En Europe, bien évidemment. Ouais. En Europe. Donc, la personne qui a 30 ans, qui a 40 ans, ça veut dire quoi? Il lui reste quand même 40 années à vivre. S'il tient bien... 40 années, c'est long. Moi, je préfère vivre 40 ans en ayant 5 ou 10 millions d'euros dans mon compte qu'en vivant avec un SMIC. Oui, mais si c'est pour un bénéficiaire à 80 ans, c'est pas intéressant. Non, mais attends. Si tu le fais pas pour toi, c'est pour la postérité. Tu as des enfants qui auront des enfants, etc., etc. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un comme Warren Buffett qui peut prendre sa retraite depuis longtemps, quelqu'un comme Bernard Arnault qui s'approche des 80 ans, qui continue de travailler, c'est pas pour l'argent. C'est pour la postérité. Parce qu'avec le patrimoine de ces multimilliardaires, on va nourrir, on va alimenter des générations et des générations. Et tout ça grâce à un seul homme. Aujourd'hui, tu prends les grandes familles françaises, comme la famille Michelin, la famille Renault, la famille Peugeot, mais ils ont des actions dans leur société. Ils sont riches avant même de naître. Ouais, parce qu'il y a une ou deux personnes qui a sacrifié sa vie pour construire l'avenir de sa postérité. Donc, ce qu'on fait, c'est pas pour nous uniquement. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est pour la suite. Et c'est ça qui permettra aussi à la communauté d'avoir demain des enfants qu'on puisse envoyer dans les meilleures écoles de France, HEC, ENA, etc., etc., parce que ce sont des écoles qui coûtent cher. En effet. Tu sais qu'aujourd'hui, tu prends les écoles les plus prestigieuses de France, les centrales, les polytechniques et autres, 64% des élèves viennent de familles aisées, contre 12% qui viennent de familles modestes. Pourquoi? Parce que les études coûtent cher. Oui. Tu envoies ton enfant à Harvard, tu as intérêt à avoir un compte bien garni. Oui. Sinon, il fera un BTS comme tout le monde. Ce que je te dis, c'est la réalité. Monsieur et madame, tout le monde. C'est la réalité des choses. Donc, ce qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Et même les livres que tu vas acheter, moi, et c'est ce que je conseille généralement, mettez un budget, si vous pouvez le faire, peu importe, 10 euros, 20 euros, 50 euros, uniquement destiné à ton instruction. Pour lire, pour acheter, essaie de lire au moins un livre par mois. Ce que les gens conseillent, c'est de faire, par exemple, minimum 15 minutes de lecture par jour. C'est pas grand-chose. Non. Aujourd'hui, on passe en moyenne 4 heures de temps devant la télé. Ou devant les écrans. Ou devant les écrans à scroller des vidéos qui n'ont aucun sens. Oui. À regarder des gens qui chantent, qui dansent. Oui. On ne nourrit pas notre esprit avec de la télé-réalité. On nourrit notre esprit avec de la connaissance. Et cette connaissance est dans les livres. Donc, lisez 15 minutes par jour. Le week-end, on a un peu plus de temps. Lisez 1 heure de temps, c'est pas grave. Parce que la lecture, c'est la stimulation de l'esprit. La lecture dope ta créativité. C'est vrai. La lecture te permet de voyager, de faire voyager ton esprit. Oui. Et surtout, ce que les gens ignorent, c'est que grâce à la lecture, on crée de nouvelles connexions neuronales, ce qu'on appelle les synapses. Parce que plus tu as de connexions entre les neurones, plus tu es créatif, plus tu es intelligent. Donc, il y a des gens qui disent tout est bon dans le porc. Moi, je dis tout est bon dans le livre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence n'est pas forcément liée au nombre de diplômes que tu as, mais liée à la connaissance. Non. Les diplômes, ça te permet de faire un travail. Oui. Tu vas être avocat, tu vas faire une fac de droit. Tu vas être ingénieur, tu vas faire une école d'ingénieur. Ça, c'est pour exercer un métier. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Avec ce que j'appelle, moi, l'instruction, la connaissance. Ça n'a rien à voir. Et moi, je le vois quand je discute avec certains de mes clients. Ils peuvent être architectes. On va discuter de philosophie, on va discuter de littérature, des choses qui n'ont rien à voir avec leur domaine de prédilection. C'est ça l'ouverture d'esprit.
s'intéresser à tout. Il ne faut pas accepter de s'enfermer dans un domaine. On peut avoir sa religion, s'intéresser au christianisme, au judaïsme, à l'islam, juste pour comprendre les autres et ne pas être en permanence dans le jugement. Parce que quand on ne connaît pas l'autre, on a tendance à le juger. Plus on s'intéresse à qui il est, moins on a de jugement parce qu'on comprend finalement que... sa façon de exactement, sa façon de raisonner. C'est puissant tout ce que tu dis, franchement. Je suis bluffé en fait depuis tout à l'heure, je réfléchis en même temps, mais en même temps, tu as cassé, je pense, toutes mes croyances et celles, je pense, beaucoup qui nous écoutent. J'ai encore une dernière question à toi, Mamadou. Pour des personnes qui ne sont pas encore mariées, avec ou sans enfants, quel serait le meilleur régime pour un mariage? En début d'entretien, je te parlais de faire attention à la compatibilité financière dans le couple. En effet. Dans le doute, si tu ne sais pas si le mari ou la femme gère bien ses comptes, dans le doute, il faut opter pour un régime de séparation de biens. Ça règle tous les problèmes. Chacun pourra dans le doute. L'idéal, c'est d'investir à deux parce que avec 2 salaires, on est 3 fois plus fort. En effet. Mais dans le doute, étant donné qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de divorces, dans le doute, mieux vaut opter pour un régime de séparation de biens. Pour les gens qui sont déjà mariés, en régime de communauté par exemple, tous les 2 ans, on a la possibilité de changer de régime de mariage. C'est vrai. Mais, et ça arrive, mais ça peut être très mal vu. Non, mais parce que... Ça peut être très mal vu dans le couple. Ça peut être très mal vu, je suis d'accord. Tu prends par exemple un couple qui est marié, tous les 2 salariés. Demain, madame décide de monter sa boîte. Donc, elle décide d'être entrepreneuse. Mais en ce moment-là, mieux vaut séparer, passer à un régime de séparation, parce que si jamais la boîte coule, qu'on ne coule pas, monsieur aussi. Donc, à la base, c'est un régime de protection. Maintenant, c'est devenu un petit peu un régime de méfiance, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va gérer les comptes. Donc, autant qu'on sépare les comptes, on peut avoir un compte en commun pour gérer le budget du foyer, mais au moins que chacun gère ses comptes et gère ses investissements. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème en cas de divorce. Tu vois. C'était profond. J'ai encore quand même une petite dernière question parce que tu nous as parlé énormément de lecture. Si tu avais 3 livres à nous conseiller, ce seraient lesquels? Alors, dans mon livre, je recommande une dizaine de bouquins qui m'ont profondément marqué. Toute sélection étant par nature subjective, mais ce sont des livres qui m'ont marqué. Je recommande, pour répondre à ta question, 3 secteurs, 3 domaines de lecture. 3 secteurs, d'accord. 3 domaines. À savoir, lire des livres d'investissement. Des livres qui parlent d'éducation financière, des livres qui parlent d'investissement boursier, d'investissement dans l'immobilier. Voilà, on reste dans le domaine de l'éducation financière. Essayez de lire au moins un livre par mois qui parle d'éducation financière. Deuxième chose, des livres de développement personnel. Parce que ce sont des livres qui nous apportent de la motivation. C'est comme une équipe de football, hein. Quand l'équipe est dans le dur, ce sont les supporters qui crient, qui lui donnent de la voix, qui apportent l'énergie supplémentaire. Donc, les livres de développement personnel, ça nous aide aussi, quand on est dans le dur moralement, de lire, de nous dire, oui, lui, il a fait ça, je peux faire. Et troisième chose, prendre l'habitude de lire la biographie des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité. L'histoire, pas forcément financièrement. Non, dans tous les domaines. Ça peut être la biographie de Nelson Mandela, Martin Luther King, Albert Einstein, le général de Gaulle, peu importe. Elon Musk, on l'aime ou on l'aime pas, il a fait des choses. Beaucoup de choses. Moi, je suis à des années-lumière de son niveau. Donc, s'intéresser, lire le parcours de ces gens-là. Lire, hein, pas écouter. Hein, parce qu'on a très souvent envie d'aller vers la facilité, mettre une vidéo YouTube, biographie et autres. Parce que, en fait, le livre, c'est l'élément le plus puissant en matière d'apprentissage. Ça, c'est scientifiquement démontré. Hein. Ah ouais? Notamment le livre papier, c'est mieux de lire le livre papier que de lire un livre sur écran. D'accord. Et c'est encore différent du livre audio. Parce que c'est pas la même concentration. Parce que le fait de lire, de surligner, de voir les mots, le cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand on lit que quand on écoute. Donc, il faut privilégier le livre papier. Ça n'empêche pas, de temps en temps, quand je suis dans le métro, etc., d'écouter une vidéo sur l'investissement immobilier. Ça dure 10 minutes, 15 minutes. Je préfère faire ça de temps en temps que d'écouter tout le temps de la musique. Au moins, pendant mon trajet, j'apprends quelque chose. Tu vois. Donc, ces 3 domaines-là, l'éducation financière, le développement personnel, la biographie des grands hommes et des grandes dames, ça, sincèrement, c'est 3 domaines qu'il faut. Après, moi, personnellement, je dirais toujours, essayez de faire preuve d'éclectisme en vous intéressant à tous les domaines possibles et imaginables. La philosophie, la littérature, il y a des merveilles partout. Il y a des merveilles partout. Parmi les auteurs qui m'ont le plus marqué, naturellement, Napoléon Hill, c'est dans le développement personnel. Des auteurs comme George Clason,
l'homme le plus riche de Babylone. Tu vois, Oui. Stéphane Covey, les 7 habitudes. Ouais. Tu vois, l'art de la guerre de Sun Tzu. Oui, celle-là. Ça, c'est des classiques. Et puis, ce sont des livres extrêmement faciles à lire. Riche, père pauvre aussi. Agréable, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui a aussi marqué des générations d'investisseurs. Il faut aller vers ça. Et donc, ça, c'est la première étape de tout développement personnel, c'est l'instruction. L'école apporte une partie, parce qu'un État a besoin de former des médecins, des ingénieurs, etc. Et il y a la deuxième étape, c'est l'instruction qu'on se décide de se donner soi-même. Ouais. Parce qu'à l'école, on te dicte le programme. C'est pas toi qui choisis ce que tu dois apprendre. Ce qui est vrai. Ici, dans l'instruction personnelle, c'est toi qui choisis les livres que tu vas lire, les formations que tu vas payer. Pour les gens qui ont la possibilité de le faire, allez payer des coachs en investissement immobilier, en investissement boursier. Ils vont vous apporter leur réseau, leurs connaissances et vous irez plus vite. On ne peut pas gagner sans investir. C'est ça. Donc, c'est un investissement en temps, en énergie, mais aussi de l'argent. Au lieu de dépenser chaque mois 100 euros, acheter encore une paire de chaussures, alors qu'il y en a déjà 40 ou 50, achetez des livres. Moi, j'ai pour l'habitude, quand je vais voir des gens, de toujours prendre des livres qui m'ont marqué pour leur apporter un cadeau. Parce que le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un être humain, c'est de lui apporter la connaissance. Et ouais, ce qui est trop vrai. Bon, c'était profond. J'espère que vous avez adoré les lumières, mais c'est même plus une question d'adorer, c'est primordial. C'est une question de vie ou de mort. Hein. Faut se dire la vérité. Ça peut vraiment vous sortir de galères, de difficultés, et surtout, ça peut vous ouvrir les portes de l'épanouissement. Mamadou, si tu avais un dernier mot de la fin, ce serait quoi pour la communauté des Lumières? Mais déjà, te remercier pour ton invitation. Je suis très content d'être ici et d'apporter ma modeste contribution c'est pas une modeste. à la communauté. Ce livre, je l'ai écrit aussi pour aider les uns et les autres. C'est le parcours d'une vie de banquier, d'expert. Moi-même, je suis investisseur. J'ai eu la chance de faire des études aussi dans le domaine de la gestion de patrimoine. Et ce livre résume tout ça. Donc, si j'ai un conseil à donner, donnez-vous la peine de vous instruire. Moi, mon conseil, il est simple. On doit s'instruire de sa naissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'on peut toujours apprendre quelque chose qu'on peut transmettre à ses enfants. En effet. Où on peut retrouver le livre riche, s'il te plaît? Il est sur Amazon. D'accord. Donc, c'est le moyen le plus simple. Donc, sur Amazon, c'est le moyen le plus simple. Tu as un site aussi internet pour en cas si j'ai un site internet, effectivement, où les gens peuvent l'acheter s'ils veulent une dédicace. Ça s'appelle uncaféavecmonbanquier.com. J'ai mon compte Instagram aussi qui s'appelle la même chose, Un café avec mon banquier. Un café avec mon banquier. Voilà. On mettra tout ça dans la description de cette vidéo. D'accord. Bon, les lumières, vous avez vu, moi, je suis bouche bée. J'ai plus de mots, mais c'était extrêmement profond et je pense que cette vidéo va aider plus que la moyenne, vraiment diffuser cette vidéo au maximum de personnes, qu'on puisse vraiment recommander ce livre, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, peu importe, que toutes les personnes qui nous écoutent lisent ce livre. Vraiment, il faut le lire. Et surtout, vous avez entendu Monsieur Fall, il faut surtout apprendre. Apprendre, comme on dit chez nous, Kara. Il faut vraiment lire, vraiment apprendre, afin qu'on puisse vraiment tous être épanouis et sortir de cette pauvreté qui est de l'esprit et aussi cette pauvreté financière. Pour ma part, moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain invité. À très vite. Bye bye.